مرحبا بكم. Les membres du bureau de la STMRA sont heureux de vous accueillir parmi nous lors de cette séance destinée à la présentation du guide pratique clinique concernant la fibrose pulmonaire idiopathique. À travers son histoire, les différents bureaux de la STMRA ont été, et j'espère resteront, soucieux de la qualité de la pratique de la pneumologie et de l'allergologie en Tunisie, afin d'assurer la meilleure prise en charge des malades selon les données actualisées de la science. Nous avons œuvré dans ce cadre et nous avons donc organisé des manifestations, différentes manifestations scientifiques, et nous avons émis et publié des recommandations. Ainsi, nous avons publié ou participé à la publication de différentes recommandations et guides tels que la tuberculose avec essentiellement la DSSB, l'asthme, la BPCO, l'immunothérapie spécifique, le Covid, et ce guide concernant la fibrose pulmonaire idiopathique est le premier rédigé par la Société en collaboration avec d'autres disciplines sous l'égide de l'ENEA Santé, permettant ainsi le respect d'une méthodologie rigoureuse et internationalement validée, et le respect de la qualité des soins prodigués et une meilleure validation de nos travaux scientifiques. Cette prise en charge comporte la concertation entre différents spécialistes et les pneumologues dans le cadre de la RCP ou bien des DDM, donc de la discussion multidisciplinaire, concertation qui garantit au mieux la certitude diagnostique et la bonne prise en charge des patients. Ceci est rendu indispensable dans cette nouvelle ère de médecine personnalisée et de biothérapie. Et ceci n'est pas étrange à nous, pneumologues, car nous agissons de la sorte depuis plusieurs années. Effectivement, nos asthmatiques et nos cancéreux, surtout les asthmatiques sévères et nos cancéreux, sont pris en charge selon cette méthodologie. Ceci permet d'optimiser les moyens et les traitements disponibles mis à notre disposition par notre système de santé et par la CNAM. Au nom de tous les membres de la STMRA, je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce guide, particulièrement le professeur Fatma Choumiti qui a dirigé l'équipe, et l'équipe de l'ENEA Santé, et à sa tête notre ami professeur Choukri Hamouda, qui malheureusement s'excuse fait d'un empêchement majeur. Donc, c'est Mohamed Ben Hamouda est parmi nous et représente la CNAM avec deux autres membres de l'équipe à qui je souhaite la bienvenue. Donc, ceci nous a permis de rédiger le guide par une équipe de volontaires qui ont bien travaillé et la lecture pour d'éventuelles corrections par une autre équipe. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce guide et je les remercie vivement parce que ça nécessitait réellement plusieurs mois de travail acharné. Nous tenons aussi à les remercier parce que le feedback initial est très favorable et je pense que vous allez pouvoir vous-même apprécier la qualité de ce travail. Nous espérons que la collaboration entre les différentes structures et institutions et disciplines se poursuivra pour l'intérêt de tous. À ce titre, notre guide de l'asthme est en cours de mise à jour selon la méthodologie préconisée par l'UNEA Santé et l'équipe est dirigée par professeur Agnès Hamzaoui et comporte plusieurs sociétés partenaires. Je remercie tous ceux qui ont répondu favorable à notre invitation. Nous espérons que cette rencontre soit
le premier pas vers l'implémentation et la diffusion de ce guide de bonnes pratiques d'une maladie chronique grave, invalidante et menaçant le pronostic vital. Bon travail. Bon. J'appelle Simon Abdel Hamouda pour parler au nom de la Linéa Santé. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à vous tous. Aujourd'hui, l'INIAS a aussi contribué à la réalisation de ce beau projet, et la contribution de notre instance a été essentiellement dans le cadre de la labellisation du travail. Je félicite Madame Fatma Chalmiti pour le travail et tout le groupe qui a été avec vous dans le groupe de travail, le groupe de lecture, et aussi nos partenaires qui ont participé à la labellisation, Dr Telki et Dr Khaled Al-Ghani, donc qui ont contribué à la labellisation de ce travail. C'est un travail qui a été fait minutieusement et laborieusement. Il a pris presque plus que 2 ans de travail. Donc, certainement, nous, on a vérifié la méthodologie. On a contribué en tant qu'instance à le suivi et l'application de la méthodologie correcte pour qu'il soit publié aussi bien à l'échelle nationale que internationale. Donc, toute l'équipe de l'INIAS, que ce soit c'est Choukri Hamouda, que ce soit moi-même, Hamouda, Madame Asma Ben Brahim, c'est Adel Khalil et Madame Hela Teni, ont contribué avec vous dans la formation, le coaching et le suivi, et Inch'Allah, on va participer avec vous dans l'implémentation, parce que aussi c'est pas notre objectif seul de développer des guides, mais aussi de les implémenter. Notre objectif aujourd'hui, c'est travailler avec vous en collaboration étroite pour mieux diffuser et mieux transmettre ce guide auprès de tous nos médecins tunisiens. Encore une fois, bravo pour votre travail accompli et merci pour l'invitation. Donc, le programme d'aujourd'hui comporte 2 présentations. La première sera assurée par le professeur Fatma Chalmiti et qui concernera une présentation générale du guide. La deuxième sera présentée par le professeur Michel Louzil et concernera la prise en charge de malades présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vous tous d'être venus si nombreux cet après-midi pour assister à la réunion plénière prévue à la présentation du guide de pratique clinique sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, c'est un guide qui s'intitule exactement « Diagnostic et prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique de l'adulte ». Comme on vient de le préciser, il s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie et l'instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé. Et en développant ce guide, en fait, la STMRA a fait pour objectif principal d'homogénéiser et de faciliter la démarche diagnostique à adopter face à un patient présentant une PID pour aboutir au diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Mais c'est aussi standardiser le traitement de ces patients atteints de FPI. Donc, ça revient à aider le praticien à prendre la décision la plus adaptée face à un patient présentant une PID qui fait suspecter une FPI, améliorer la qualité de prise en charge tout en tenant compte de notre contexte tunisien. Alors, en fait, ce guide, il s'adresse à tous les professionnels de la santé qui interfèrent dans la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est les généralistes, pour suspecter rapidement le diagnostic et adresser de façon précoce le malade au pneumologue, mais c'est également nos amis radiologues, internistes, pathologistes, chirurgiens thoraciques, c'est également les infirmiers, les techniciens en kinésithérapie. Donc, et d'ailleurs, vous allez le constater, une technicienne supérieure en kinésithérapie, une infirmière, on fait partie du groupe de travail sur la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est toutes les autres instances qui interfèrent dans la prise en charge de ces malades, telles que la Caisse nationale d'assurance maladie, le ministère de la Santé, les patients ou le groupe de défense de patients. Alors, d'une manière générale, développer un guide de pratique clinique de bonne qualité, ça exige une méthodologie rigoureuse, ça nécessite du temps et des ressources importantes. Et pour ce faire, il y a 2, en fait, façons. Soit rédiger un de nouveau, ou bien profiter de ce qui existe
comme recommandation à l'échelle internationale et l'adapter au contexte local. Et la STMRA, justement, a opté pour cette deuxième façon de faire, bien sûr en respectant le principe de médecine fondée sur les preuves et en se basant sur un outil spécifique de l'adaptation des guides de pratique clinique qui est l'ADAPT. Alors, cet outil ADAPT, il comporte 3 phases essentielles. D'abord, la phase de mise en place, puis d'adaptation et enfin la finalisation et la revue externe. Et je vais aborder ces différentes phases de manière simplifiée. Alors, la phase de mise en place. Ça consiste d'abord à former le groupe de travail et justement la STMRA a identifié les professionnels de la santé concernés par ce guide de pratique clinique. Elle les a contactés pour former un panel d'experts multidisciplinaires en répondant à des critères bien spécifiques. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait une majorité de pneumologues. Tout au plus, 40% en fait du groupe de travail étaient des pneumologues. Le reste, c'est les autres spécialités, les généralistes, comme je vous ai dit, les infirmiers, kinésithérapeutes, pardon. Et parmi ces membres du groupe de travail, 4 ont été formés par l'équipe de l'INEAS sur la méthodologie d'élaboration des guides de pratique clinique. Alors, ces 4 membres ont joué le rôle de méthodologistes tout le long du processus d'élaboration du guide. Alors, tous ces membres ont déclaré leur lien d'intérêt auprès de l'INEAS. C'est une exigence de l'instance et d'ailleurs, tous les membres du groupe de lecture ici présents ont soumis leur déclaration de lien d'intérêt à l'instance. Puis, au cours des premières réunions du groupe de travail, il y a eu la validation de la question PIPO, je vous en parlerai, et la discussion des résultats de la recherche bibliographique. Voici la question PIPO donc, qui a été développée par la STMRA. Elle a été validée par le groupe de travail. Alors PIPO, P, c'est pour dire quel type de population. C'est les adultes atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Puis I, c'est l'intervention, en fait, ça consiste au diagnostic positif, en fait, de la fibrose, à l'évaluation de la sévérité et la prise en charge thérapeutique ainsi que le suivi. Puis, les professionnels concernés, c'est tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Les résultats, c'est améliorer et standardiser le diagnostic de FPI. En d'autres termes, c'est porter le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique avec un niveau de certitude élevé en ayant recours aux moyens les moins invasifs possibles. C'est également diagnostiquer les patients à un stade précoce. Ça, c'est un défi majeur pour nous. Donc, puisque le diagnostic se fait actuellement quand même à un stade assez avancé de la maladie, c'est standardiser le traitement des patients ainsi que leur suivi et surveillance. Le H de la question PIPO, c'est les horizons de soins. C'est un guide de pratique clinique qui est jugé compatible avec le système de soins tunisien, aussi bien dans le secteur libéral que public. Alors, la recherche bibliographique conduite par les membres du groupe de travail, particulièrement les méthodologistes, sur nombreux sites, sur d'abord le Guidelines International Network, mais également les sites des instances gouvernementales telles que le SAIN, le NICE, HAS, d'autres sites comme PubMed. Initialement, on est parti de 2017 à 2021, mais si vous allez parcourir les 237 références du guide, vous allez trouver des publications qui datent de 2022. C'est pour vous dire qu'au fur et à mesure qu'il y avait de nouvelles publications qui apparaissent, on les intégrait, bien sûr, en rapport avec le sujet, on les intégrait moyennant une évaluation bien spécifique dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Alors, et vous voyez sur le diagramme de flux, donc à gauche, donc on est parti de 4427 publications sur les sites qu'on a utilisés, en utilisant les mots-clés qui portaient sur la FPI, donc en utilisant des combinaisons différentes qui portaient sur le diagnostic, le traitement, le pronostic. Vous voyez, puis on a appliqué des critères de sélection. On a abouti donc à 4 publications. C'est en fait des guides de pratique clinique qui avaient une question PIPO comparable à celle de la STMRA. Alors, ces guides étaient un guide allemand publié en 2021. Le guide français, donc le guide de la SPLF actualisé en 2021, celui de la HAS qui reprend pratiquement la même chose que la SPLF, et enfin un guide polonais publié en 2020 qui portait sur le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de la FPI. Donc voici la première étape de mise en place. Elle a abouti à la présélection de 4 guides de pratique clinique.
Alors, puis vient la deuxième phase, qui est la phase d'adaptation. Elle comporte ces étapes-là, donc l'évaluation des guides de pratique clinique présélectionnés, la sélection des questions cliniques qu'on devait traiter dans le guide, puis l'évaluation du contenu des recommandations, et enfin la rédaction du guide. Alors, l'évaluation des guides de pratique clinique. En fait, ça consistait à quoi? Je vous ai dit qu'on a présélectionné 4 guides. Il fallait les soumettre à une évaluation beaucoup plus approfondie sur plusieurs aspects pour pouvoir choisir un guide à adapter. Et là, on a eu recours à un outil spécifique, c'est le GRI2, Appraisal of Guidelines Research and Evaluation. Vous voyez que cette évaluation, elle porte sur 6 domaines. Donc, le but, les parties qui interviennent dans ce guide, la rigueur du développement, la clarté de la présentation, l'applicabilité, l'indépendance éditoriale. Donc, tous ces domaines-là, on devait les évaluer un à un. Chaque domaine, en fait, comportait des items de 3 à 6, et pour chaque item, on devrait attribuer un score. Voici le résultat résumé sur ce tableau, et vous voyez, le guide de la SPLF a été choisi, entre autres, parce qu'il avait le meilleur score sur les différents domaines. Mais en dehors de ce score, il avait quand même quelques avantages. C'est pour cette raison qu'on l'a choisi. D'abord, c'est la facilité de l'adaptation. Le contexte est quand même assez proche de notre contexte local. L'adaptation sans frais, et ça c'est un atout majeur, le fait de ne pas dépenser des frais pour l'adapter, et on a pu obtenir l'autorisation officielle auprès du responsable du guide, à savoir le professeur Vincent Cotin. Donc là également c'est une condition nécessaire, on peut choisir le guide mais on peut ne pas avoir l'autorisation et donc on ne pourrait pas l'adapter. Alors, la deuxième étape dans le processus d'adaptation, c'était de poser les questions ou de retenir les questions cliniques à traiter dans ce guide. Alors, le groupe de travail a élaboré un premier draft qui contenait plus de 50 questions pratiquement. Mais on s'est réunis plusieurs fois pour choisir et garder les plus pertinents. Et finalement, on s'est concerté à garder les 20 questions les plus pertinentes. Donc, vous les voyez résumées sur ce tableau. De la question 1 à 7, ça porte sur le diagnostic, le bilan initial et le suivi, l'évaluation du pronostic. De 8 à 16, ça porte sur le traitement de la FPI. Et la question de 17 à 19, ça portait sur l'exacerbation aussi bien diagnostic que traitement. Et finalement, la question 20, elle portait sur le dépistage et la prise en charge des complications et des comorbidités associées à la FPI. Donc là, deuxième étape accomplie, on a choisi les 20 questions cliniques qu'on devrait traiter au niveau du guide. Puis, l'étape la plus délicate, en fait, c'est celle-ci, c'est l'évaluation des recommandations. En fait, c'est quoi? Alors, si vous avez lu en détail le guide de la SPLF, il contenait 63 recommandations. Et donc, notre tâche, ça consistait en fait à évaluer toutes ces recommandations une à une. Donc, on devait, pour chaque recommandation, analyser la cohérence, l'acceptabilité, l'applicabilité grâce à des outils spécifiques de l'ADAPT, c'est l'outil 14 et 15. Et à la fin de chaque évaluation, on prenait la décision si on adoptait complètement cette recommandation, si on va l'adapter à notre contexte ou carrément rédiger une de nouveau. Bien sûr, la décision prise par les méthodologistes devraient être validées par tous les membres du groupe de travail. Et là, je remercie Indaneji qui nous a préparé un fichier qui portait sur tous les deux outils 14 et 15 et on l'a partagé sur Drive et on travaillait en fait en simultané. Chacun avait une partie à évaluer, les recommandations sur lesquelles va travailler donc chaque groupe, donc étaient à évaluer simultanément. Autre chose, c'est que pour chaque recommandation, notamment à adapter, il peut être jugé nécessaire d'intégrer de nouvelles références bibliographiques qui portaient sur le sujet, en dehors des références utilisées au niveau du guide. Et donc là, on l'intégrait, mais on devrait également l'évaluer grâce à notre outil spécifique et vous voyez ici FLC 3.0, c'est la fiche à lectura critica. Donc le groupe de l'INEAS le savent très bien, ils nous ont formés pour utiliser cet outil. Donc là, c'était l'étape qui nous a pris quand même beaucoup de temps, l'évaluation de toutes ces recommandations une à une et comment on va les aborder dans notre guide. Puis vient l'étape de la rédaction. Une fois que tout ce travail a été fait, finalement, la rédaction n'était pas l'étape la plus lourde. On s'est en fait d'emblée partagé en sous-groupes et chaque groupe
en fait, avait pour charge donc de rédiger une partie du guide qu'on a collecté finalement pour réunir tout ça en un premier draft du guide qui a été validé et discuté au cours de plusieurs réunions pour sortir le premier draft du guide. Alors, tout au long de ce processus, le rôle des méthodologistes était crucial puisqu'ils jouaient le rôle de garde-fou pour respecter la méthodologie préconisée par l'INEAS. Alors, puis, finalement, donc le premier draft étant prêt, validé par le groupe de travail, vient l'étape de revue externe et de finalisation. En fait, ça a été tout d'abord soumis à l'avis en fait du groupe de lecture multidisciplinaire. C'est un groupe pratiquement la majorité des membres sont présents ici. C'est un groupe multidisciplinaire avec des professeurs, des médecins libéraux, des internistes, des pneumologues, les radiologues, donc qui ont en fait émis leurs recommandations, leurs remarques, leurs suggestions pour améliorer donc la qualité du guide. On les a toutes collectées et on les a validées au cours d'une réunion du groupe de travail pour apporter les modifications nécessaires. Encore une fois, le premier draft est amélioré grâce à ces remarques pertinentes. Il a été soumis à l'évaluation du comité de labellisation de l'INEAS. Alors, voici le rapport d'évaluation qui nous a été adressé par le comité de labellisation, qui comportait en fait des remarques et des recommandations mineures et majeures, heureusement mineures pour la majorité. À toutes ces recommandations, nous avons répondu point par point. Et au bout de ce processus, on a obtenu le label de l'INEAS. Alors, cette revue externe comporte également d'autres paramètres. C'est la mise à jour. Et justement, le groupe de travail, il s'est engagé à assurer la mise à jour de ce guide en fonction de nouvelles données scientifiques ou bien lorsqu'il y aura un changement significatif dans notre pratique quotidienne à prendre en charge ces patients. Un plan d'implémentation, c'est-à-dire la STMRA, elle s'engage à assurer l'implémentation de ce guide pour le diffuser à large échelle et faciliter son utilisation de la part de toutes les parties qui interfèrent dans la prise en charge de cette maladie. Alors, j'attire votre attention, et comme a dit Dr Semikamoun, donc c'est un guide c'est un travail qui a été basé entièrement sur le volontariat. Aucun financement n'a été nécessaire pour développer ce guide. Dans la version finale que vous avez sur le flash, donc le guide de pratique clinique sur la FPI comporte 46 recommandations qui portent sur tous ces aspects sur 5 parties. En fait, chaque recommandation a été formulée après un argumentaire scientifique bien élaboré et en tenant compte du contexte tunisien. Alors, la force des recommandations donc émises a été appréciée par le groupe de travail sur 2 éléments essentiels. Le premier, c'est le niveau d'évidence scientifique. Le deuxième, c'est l'avis d'experts. Alors, le niveau d'évidence scientifique, vous le voyez ici, les grades, c'est le niveau donc adopté par la HAS. Donc, vous voyez 3 grades avec 4 niveaux en fonction du type d'études qui ont été utilisées pour émettre cette gradation. Et la recommandation, elle a été jugée forte. Et donc, vous allez trouver dans le guide la formulation, il est recommandé de, lorsque le niveau d'évidence scientifique il est élevé, ou bien même en l'absence d'évidence scientifique élevée, lorsqu'il y a un avis d'expert à l'unanimité pour cette recommandation. C'est-à-dire qu'on a eu recours à un vote et qu'il faut qu'il y ait une majorité absolue pour cette recommandation. La recommandation, elle est dite conditionnée. Vous allez trouver la formulation, il est suggéré de, lorsque le niveau d'évidence scientifique il est faible, ou bien parfois même en présence d'un niveau scientifique élevé, la recommandation, les experts ont jugé qu'il est difficile d'appliquer cette recommandation en Tunisie. Alors, avant de finir, j'aimerais remercier tous les membres du groupe de travail qui ont élaboré ce guide. Donc, ils ont fait un énorme travail. J'espère qu'on va le reconduire pour d'autres guides ou bien des parcours de soins. Je remercie énormément les membres du groupe de lecture qui ont amélioré la qualité de ce guide grâce à leurs remarques pertinentes. Je remercie le comité de labellisation. Donc, il y a certains qui sont présents parmi nous, d'autres non. J'aimerais remercier, moi personnellement, le trio
Madame Asma, Madame Hela et Si Mohamed Ben Hamoud, Si Adel par la suite, donc, et Si Adel, donc, qui nous ont accompagnés de très près. En fait, tout le temps, on avait des questions sur la méthodologie, des clarifications, ils nous ont accompagnés pour finalement finaliser le travail, avec bien sûr les médecins méthodologistes avec lesquels ils ont travaillé. Et bien sûr, je remercie l'incontournable Zouhaïra Suissi pour l'infographie et la mise en page de ce livre. Merci. Merci à vous tous de m'avoir entendu et vous pouvez trouver donc le guide sur le site de la STMRA et sur le site de l'INEAS. Merci. Merci pour ce que vous dites. Donc, je crois que M. Chamout pourra faire partie directement de l'équipe de l'INEAS actuellement. Il maîtrise très bien la méthodologie. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on invite Dr. Professeur Ozid pour la deuxième présentation. On va parler, je vais essayer tout au long de cet exposé de reprendre, on va dire, les points importants, les points qui suscitent des discussions par rapport que ce soit le diagnostic, notamment certaines explorations complémentaires, et aussi sur le volet prise en charge thérapeutique, j'ai choisi quelques volets à approfondir. Donc ces ensembles de recommandations, comme a bien dit Fatma, comprennent 46 recommandations qui sont développées méthodiquement par des experts en tenant compte des données actuelles de la science et de leur niveau d'évidence et du contexte tunisien. Alors, le contexte de ce guide, même en termes de la thématique de la fibrose, elle a connu une évolution et elle a fait l'objet d'actualisation, notamment des recommandations que ce soit du groupe ATS-ERS ou des groupes francophones et d'autres. Comme on a bien vu que la bibliographie, elle allait jusqu'à 2021, fin 2021, puis dans la méthodologie, il y a eu l'introduction d'autres données quand il y a eu des publications, et je pense surtout les recommandations de l'ERS ATS et de la société américaine et japonaise se rapportant à la fibrose et la fibrose pulmonaire progressive, qui est apparue en mai 2022. Donc on peut dire que notre guide, il vient au bon moment avec une actualisation et il est bien à jour, et on va parcourir ensemble donc ces recommandations. Alors, la difficulté de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est que c'est un diagnostic d'élimination. Donc, pour retenir fibrose pulmonaire idiopathique, il faut avoir éliminé les autres pathologies interstitielles qui peuvent être dues à l'exposition environnementale, domestique, professionnelle ou en rapport avec des maladies systémiques. Et quand il n'y a pas de cause et on est devant un pattern sur le point de vue scanner qui évoque une fibrose pulmonaire idiopathique, où on est avec une confirmation histologique d'une pneumopathie interstitielle commune, c'est comme ça qu'on porte le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, habituellement chez un sujet âgé de plus de 60 ans pour les hommes, 70 ans pour les femmes. Habituellement, c'est un homme tabagique et qui va avoir, donc on ne va pas trouver une cause, et il présente une présentation ou un pattern scanographique qui évoque une UV. C'est rare, la fibrose pulmonaire idiopathique, ça fait partie des maladies orphelines. On estime l'incidence entre ces variables en fonction des études, en fonction de l'évolution de la définition même de la fibrose pulmonaire idiopathique, mais on va dire on est entre 1 à 10 pour 100 000 habitants. En France, ils sont à peu près à 3 pour 100 000 habitants en termes d'incidence et à peu près à 9 pour 100 000 habitants en termes de prévalence. En Tunisie, on a essayé de recenser les nouveaux cas par an en fonction des services hospitaliers et des principales structures. On doit être autour de 100 à 150 nouveaux cas par an. Je pense qu'on doit être autour de 400 à 500 fibroses pulmonaires idiopathiques prévalentes en Tunisie. C'est une maladie grave parce que quand il n'y a pas de traitement, quand on ne freine pas le déclin de la fonction respiratoire, la survie est très menacée. On a une survie qui varie entre 3 à 5 ans.
Donc, elle fait partie de ce lot des pneumopathies interstitielles diffuses. Alors, dans ces pneumopathies interstitielles diffuses, on voit le groupe des pneumopathies d'hypersensibilité. On voit le groupe en rapport avec l'exposition professionnelle, environnementale ou en rapport avec quelques pathologies bien identifiées telles que l'histiocytose ou la lymphangiomatose ou d'autres entités. On voit le groupe des granulomateuses en chef de file, la sarcoïdose, avec l'histiocytose, qui n'est pas dans ce groupe. Et puis, le groupe des pneumopathies interstitielles associées sur terrain dissimulitaire, et là, on pense aux maladies, aux connectivites, ainsi qu'aux vascularites, et récemment l'IPAF, les pneumopathies associées avec des stigmates, je dirais, d'auto-immunité. Et puis, il y a le groupe des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques. Et dans ce groupe de pneumopathies interstitielles idiopathiques, le chef de file, qui représente à peu près 60% de ce groupe, est représenté par la fibrose pulmonaire idiopathique. À côté, nous avons les PINS, nous avons les pathologies interstitielles associées au tabagisme, la bronchiolite respiratoire avec PID et la pneumopathie interstitielle dyschromative. Et on voit aussi la pneumopathie organisée cryptogénique, les pneumopathies interstitielles aiguës et l'IP, la fibroélastose. Et après toutes les explorations, et même en allant jusqu'à la biopsie, on reste à peu près entre 10 à 15% des pneumopathies interstitielles restent dans un contexte idiopathique et elles sont considérées comme inclassables. On est à peu près à 12% de PID inclassables qui peuvent ressembler en tout point à une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, la démarche, elle va être devant un patient qui est suspect d'une fibrose pulmonaire idiopathique. On va faire un bon interrogatoire et un examen clinique. On va chercher une exposition professionnelle, environnementale. Est-ce qu'il y a domestique? Est-ce qu'il y a des prises de médicaments qui sont pourvoyeurs de PID? Est-ce qu'il y a des manifestations systémiques? Un bilan biologique systématique, et on va en parler, ce qui a été retenu dans nos recommandations. Bien sûr, la radio est complétée par le scanner. Et puis, en fonction de l'orientation clinique, on va aussi pousser d'autres explorations. Et on va être dans cette situation, avec aussi la pratique du scanner, où on peut alors avoir la PID confirmée, et on a des éléments qui orientent vers un diagnostic bien défini de la pneumopathie interstitielle diffuse, et on est dans cette situation, et la démarche, on a trouvé une PID fibrosante, on a identifié une cause ou une pathologie à l'origine, et les explorations et la démarche, donc on a exclu une fibrose pulmonaire idiopathique, et nous avons retenu une PID avec une cause bien identifiée. Si on n'a pas déterminé une cause, là, on va passer au scanner. Donc, on est dans un contexte de fibrose pulmonaire idiopathique et le scanner va nous permettre de définir différents patterns qui nécessitent souvent, déjà pour l'analyse du scanner, une approche en discussion multidisciplinaire. Alors, la présentation dans un contexte idiopathique qui évoque fortement une fibrose pulmonaire idiopathique, c'est la présence de rayons de miel, de lésions réticulaires avec très peu de verres dépolis, une prédominance au niveau des bases et en sous pleural. Ça, c'est très caractéristique et on peut arrêter les explorations et porter le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique avec une probabilité de plus que 90%. Le pattern peut être celui d'une UP probable, d'une pneumopathie interstitielle commune probable. Probable, c'est-à-dire il n'y a pas de rayon de miel, par contre il y a des bronchiectasies et broncholectasies de traction, mais il n'y a pas de rayon de miel. Il y a des lésions réticulaires, il y a peu de verres dépolis, c'est dans les zones de fibrose, et il y a un gradient apico-basal. Là, on est dans une présentation de pic probable et la probabilité du diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique est de 70 à 89%.
On peut être dans une présentation d'UUP indéterminée, c'est-à-dire contexte idiopathique sans cause identifiée, et le pattern scanographique est un pattern où il y a des lésions de fibrose, mais c'est une fibrose qui se fait n'importe comment. Elle ne respecte pas les régions sous-pleurales, elle ne respecte pas le gradient apico-basal, et on peut avoir d'autres anomalies telles que les condensations ou un peu plus de verre dépoli ou une présence qui est centrale, on va dire une répartition qui n'évoque pas une étiologie qui serait alternative diagnostique, mais qui n'est pas aussi une UUP certaine ou une UUP probable. Et dans ces UUP indéterminés, la probabilité que ça soit une fibrose pulmonaire idiopathique, elle est de 51 à 69%. Et puis le dernier groupe de ces UUP, je dis bien dans un contexte idiopathique. Alors, quand on est dans un contexte idiopathique, il y a une présentation, par exemple, qui ressemble à une sarcoïdose, ou qui ressemble à une lymphangite carcinomateuse, c'est-à-dire des lésions péribroncovasculaires, sans prédominance centrale, peu de lésions en périphérie, où ça évoque un diagnostic, tel qu'une PIMS avec verre dépoli, avec conservation des régions sous-pleurales, ou en présence d'adénopathie. Bref, devant une présentation qui évoque un autre diagnostic, l'hypothèse de fibrose pulmonaire idiopathique, même si le contexte lié idiopathique devient beaucoup plus faible, et on est à moins de 50% de correspondance, et on a eu des surprises, d'authentiques présentations scanographiques qui évoquent vraiment une sarcoïdose, et à l'anapath, c'était une fibrose pulmonaire idiopathique, et en termes d'évolution, c'était une fibrose pulmonaire idiopathique avec un déclin rapide de la fonction respiratoire et un processus fibrosant. Donc, l'importance de cette étape scanner et l'importance de la discussion multidisciplinaire en groupe, en présence des pneumologues, des radiologues qui ont l'expérience de la pathologie respiratoire, de l'anatomopathologie, et vous allez voir son rôle, il intervient quand on fait les biopsies, et des internistes, des rhumatologues, qui leur apport peut être très important, notamment pour retenir un diagnostic d'une maladie systémique, connectivité, une PR, etc., dans un contexte qui peut-être n'aurait pas n'a pas été évoqué. Alors, le bilan biologique, alors 2 mots sur le bilan biologique systématique, voilà ce que nous avons retenu. Nous avons retenu que pour toute pneumopathie interstitielle diffuse qui consulte dans un contexte idiopathique, et on n'a pas d'orientation. Je ne parle pas quand on est devant une situation qui va orienter dès le départ parce qu'elle a une faiblesse musculaire ou autre symptôme, on va évoquer une myopathie inflammatoire ou autre. Dans une PUD, dans un contexte idiopathique, le minimum à faire, c'est une numération de la formule sanguine, la créate, transaminase, les gamma-glutamitransférases, gamma-GT, les phosphatases alcalines, CRP et la créatine phosphokinase. Et là, c'est un avis d'expert. Et puis, si une fibrose pulmonaire idiopathique est suspectée, il est recommandé, en termes de bilan immunologique, nous, on a recommandé, pour que ça soit facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP et l'anticorps antinucléaire, et on a suggéré pour le bilan, c'est-à-dire avec un niveau de preuve qui est moins puissant, de compléter par le 1K. Voilà un peu la recommandation. Et là, si on veut revenir, puis selon l'orientation clinique, là, à partir de l'orientation clinique, c'est le clinicien qui va décider. Là, c'est quelques pistes d'orientation. À partir du moment où on n'est plus dans la piste de la fibrose pulmonaire idiopathique, il faut pousser les explorations biologiques, demander l'avis des internistes, des rhumatologues, discuter en staff pour décider des bilans qu'il faut pour que le diagnostic soit retenu, pour ne pas retenir une fibrose pulmonaire idiopathique à tort. Alors, là, pour notre bilan biologique, il ressemble un peu à ce qui a été suggéré par la Société de pneumologie de langue française dans son guide de 2017 actualisé en 2021, et où il y a eu le ANCA, qui fait l'objet par rapport au vascularie, et beaucoup donc l'ont adopté. Nous, on l'a adopté dans notre guide. Donc, en tant que bilan immunologique systématique, sans élément d'orientation, il faut faire l'anticorps antinucléaire, le facteur rhumatoïde, l'anticorps anti-TCP, et aussi, préférable de faire les ANCA. Alors,
Les Américains, par exemple, ils font d'emblée les dots myositis. Et le dot myositif qui comprend les anticorps antisynthétase, qui les anticorps spécifiques des myosites, ceux-là, et puis les anticorps qui sont associés aux myosites, ils le font de manière systématique, et là, c'est ce qui se fait en fonction. Les Américains, ils font le dot myositis de manière systématique. Donc nous, à partir du moment où on trouve, par exemple, des anticorps antinucléaires qui sont positifs, on peut pousser par la suite les explorations, et ça devient un bilan orienté par les données biologiques et cliniques. Mais on était en train de parler du bilan systématique. Alors, le LBA, je pense que le problème de LBA, il est actuellement réglé, et donc la recommandation, elle est claire dans notre guide. Il ne faut pas faire de lavage broncho-alvéolaire quand on est dans une présentation qui est dans un contexte idiopathique, donc il n'y a pas de cause évidente, et qui, en termes de pattern scanographique, c'est un pattern d'UP. C'est pour ça que dans la discussion multidisciplinaire, c'est important de classer définitivement le malade s'il est UP, s'il est UP indéterminé, parce que même pour les autres explorations, et là le LBA c'est une exploration invasive qui n'est pas dénuée de risque, et parfois on attend la discussion multidisciplinaire avant de poser l'indication de la fibroscopie avec le LBA. Alors ça, c'est une recommandation qui, depuis 2017, elle était suggérée par la société française. En 2018 et 2022, ça a été confirmé par l'ERS et l'ATS et les sociétés américaines dans le sens qu'il ne faut pas faire de LBA quand on est devant un contexte de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante idiopathique avec un pattern qui évoque une UP. Alors, pour la biopsie pulmonaire, parce que nous, quand on va avancer, donc le contexte il est idiopathique, on a éliminé les causes secondaires, par la suite on a fait notre discussion multidisciplinaire, on a classé notre pattern, on a vu s'il faut faire ou pas faire de LBA, par la suite recueil des données. Est-ce qu'on est en mesure de confirmer un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique avec un bon niveau d'évidence ou pas? C'est la discussion. Est-ce que le malade peut supporter une biopsie pulmonaire ou pas? Est-ce qu'il y a une contre-indication à ça? Et donc, la discussion va tourner. Et quels sont les cas où il ne faut pas faire? Il est recommandé de ne pas faire. Quand la présentation, c'est une présentation d'une UEP, et en 2022, on a élargi la liste à l'UEP probable, que vous avez vu tout à l'heure. Ça rentre, on est à 60, on est entre, disons, entre 90 et 70% de probabilité d'UEP certaine, la histologie, quand on est devant un pattern d'UEP probable. Donc, depuis 2022, que ce soit pour l'UEP certaine ou pour l'UEP probable, il ne faut pas passer à la biopsie pulmonaire chirurgicale. D'où l'importance de la discussion multidisciplinaire pour classer le malade qui, dans un contexte idiopathique, avec une présentation, même quand elle n'est pas une présentation d'UEP certaine, quand elle est UEP probable, on ne passe pas à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc ça, c'est quand même une donnée depuis le reste de 2022. Avant, c'était les UEP certaines, et de toutes les façons, à un moment donné, les UEP probables, on savait pas grand-chose ce qu'il fallait faire, et à la limite, on proposait pas à la biopsie quand c'est un sujet de plus de 60 ans, tabagique, hypocratisme digital, râle crépitant, et une présentation scanographique, on se dit, tiens, il y a de très très fortes chances que ce soit une UEP certaine. Actuellement, l'UEP probable, on ne fait pas, sauf si on est devant une UEP chez un patient qui ne semble pas. On peut être dans quelqu'un de 50 ans, à 40 ans, chez une femme. Donc, on peut avoir des conditions. La discussion multidisciplinaire a tout son poids pour la décision, pour la confirmation du diagnostic. Les contre-indications à la chirurgie, retenez quand c'est un âge, mais il y a toujours l'âge physiologique qu'il faut savoir évaluer. Puis si un malade, il a une fonction respiratoire très altérée, il ne faut pas prendre aussi le risque de porter. Après tout, c'est une biopsie, c'est diagnostique, c'est pas thérapeutique, donc il ne faut pas courir le risque pour rien. Bon, avec la vidéothoracoscopie, les choses se passent habituellement bien. Et puis, il y a récemment l'introduction de la cryobiopsie. Alors, pour la cryobiopsie, donc nous, ça a été dans les suggestions, dans notre guide,
comme ça a été, donc ce n'est pas une forte recommandation. Et là, je vous remets les recommandations ATS 2022 où le comité d'orientation, le vote du comité a été le suivant: une forte recommandation de considérer la cryobiopsie transbranchique comme une alternative appropriée, c'était uniquement 24%. Et 70%, c'est une recommandation conditionnelle de considérer la cryobiopsie transbranchique comme une alternative appropriée à la chirurgie. Moi, je pense que, bon, et là, on peut tourner un peu dans les discussions. La cryobiopsie, en termes de rentabilité, c'est pas encore très clair, même si il y a des gens qui sont en train de la faire. Et ce qui est dit, c'est qu'il faut que ça soit fait dans des centres spécialisés et à la limite dans des centres aussi où quand il y a des complications, on peut passer à la chirurgie facilement. Je pense, on peut attendre un peu. Alors, la discussion multidisciplinaire, c'est pour valider le diagnostic. Il est clair actuellement que le gold standard est de la décision diagnostique. Il diminue les incertitudes et les erreurs diagnostiques. Il permet de redresser les diagnostics de fibrose portés par excès ou récusés à tort. Il améliore la reproductibilité des décisions et l'évaluation pronostique des cas difficiles. La pertinence des décisions prises en discussion multidisciplinaire est étroitement dépendante du niveau d'expertise des participants. Et puis, la prise en charge thérapeutique, elle va se discuter aussi en discussion multidisciplinaire. Nous avons recommandé dans notre guide pour que les dossiers des patients chez qui une fibrose est suspectée idiopathique en discussion multidisciplinaire afin de valider le diagnostic, indiquer d'autres explorations, et là j'étais en train de parler du LBA et de la biopsie, de la cryobiopsie éventuellement, et de décider du traitement. Cette discussion multidisciplinaire fait intervenir pneumologue, radiologue, anatomopathologiste, interniste et rhumato quand il le faut, et qui sont expérimentés dans le domaine des PID. Ce qui nous donne cet algorithme. Donc, cet algorithme que nous avons retenu dans notre guide, et qui a été proposé par Cotin et collaborateurs. Alors, quand on est dans un contexte de fibrose pulmonaire idiopathique, on fait toutes les explorations cliniques et systématiques pour éliminer ou retenir un autre diagnostic. On a éliminé, on est devant un contexte de PID et on voit le pattern, c'est une PID qui paraît idiopathique. On voit le pattern scanographique. Et arrivé là, si on est dans un pattern de pic certaine ou de pic probable, et la DMD a validé ce pattern, on n'a pas besoin d'histologie et le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique est retenu. Si on est dans une situation d'une UPM déterminée ou une alternative diagnostique, là, la discussion multidisciplinaire va discuter de l'LBA, de la biopsie pulmonaire, de la cryobiopsie, de la non-faisabilité chez le patient. Il a une contre-indication à la biopsie chirurgicale. C'est souvent le cas. Hein. On est à des patients qui sont à un âge avancé, qui ont des tares, qui sont insuffisants cardiaques. Donc toute la discussion est là, biopsie ou pas biopsie. Et par la suite, on revient à la discussion multidisciplinaire parce que soit qu'on a un apathe et qu'on revient au staff avec l'anapathe, soit qu'on n'a pas biopsié le patient et on va discuter de la décision d'une hypothèse de travail pour pouvoir avancer et proposer un traitement. Et là c'est ce qui a été proposé par l'ATS en 2022 et c'est ce que nous avons retenu dans notre guide et qui est plus adapté, ne serait-ce qu'en langue. Et j'aime bien cette colonne, moi, biopsie non réalisée, et qui est une situation très fréquente. Parce que dans les recommandations de l'ATS, il y avait la case alternative diagnostique, il n'y avait pas la case biopsie non pratiquée. Et là, alors là, on va discuter, quand on discute au staff multidisciplinaire, après avoir eu le pattern scanographique et l'anapathe si elle a été faite, ou la case biopsie non réalisée. Et on va réfléchir, on est devant un pattern, voilà, et là c'est une pique certaine à l'histologie. Eh ben, on est toujours fibrose idiopathique, fibrose idiopathique, mais par contre on peut être un apathe pique certaine
avec un autre aspect au scanner, et là on a besoin de la discussion multidisciplinaire pour retenir le diagnostic définitivement. Et voilà, vous voyez le recoupement pour savoir, et on peut être dans des situations où on doit discuter en discussion multidisciplinaire d'une hypothèse de travail ou de PID inclassable, tout ce qui est en gris et en rouge. Parce que la PID inclassable, c'est une nouvelle entité. C'est une nouvelle entité actuellement qui intéresse à peu près 10 à 15% des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques. Donc, on est à peu près à 10, 15, on va dire 12%, après avoir fait toutes les explorations et après avoir parfois fait la biopsie pulmonaire chirurgicale, on n'arrive pas à faire un diagnostic avec une certitude, avec un bon niveau d'évidence, voire impossible de considérer un diagnostic et c'est considéré comme inclassable. Parce que quand on est dans une situation avec un diagnostic, avec un niveau de confiance supérieur à 50%, on peut accepter 70, 80, 51 comme étant des hypothèses et de diagnostic de travail et on peut partir sur une pathologie, même si on n'a pas une certitude, et on va proposer le traitement adapté à cette pathologie. On ne va pas attendre un malade qui présente une pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante, qui est en train de progresser, et on dit qu'on n'a pas d'hypothèse de diagnostic. Donc, il faut une hypothèse, il faut un traitement. Et on peut être en mauve dans une situation de PID inclassable, et on va proposer une attitude thérapeutique, et on va suivre l'évolution, et parfois, on revient avec l'évolution en discussion multidisciplinaire pour redresser un diagnostic d'une PID inclassable. Alors, que faire en termes d'exploration fonctionnelle respiratoire? Nous avons adopté dans notre guide de proposer pour le patient, une fois le diagnostic a été porté, de faire au moins une exploration, une spirométrie simple, capacité vitale forcée et DLCO. Parce que DLCO, quand même, c'est un élément très important. Et par rapport à la capacité vitale forcée, c'est l'élément qui est reproductible et qui sert après pour l'étude comparative. CPT, si on peut la faire, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire et c'est pas aussi reproductible que la capacité vitale pour le suivi des patients. Alors, chez un patient, un diagnostic confirmé de fibrose, en l'absence de plateau technique pouvant faire la DLCO, on recommande fortement le test de marche. Au moins une façon d'évaluer la capacité à l'effort du patient. C'est un élément et c'est reproductible et ça sert dans les études comparatives. Et une diminution de 50 mètres de marche est quand même significative dans l'évaluation des patients. Alors, que faire en termes de périodicité des bilans? C'est tous les 3 à 6 mois, clinique et spirométrique. Le scanner, on n'a pas besoin de scanner de plus de 1 scanner par an, de faible intensité, sans injection, c'est pour voir le suivi, on n'a pas besoin de plus. Bien sûr, je ne parle pas des situations où les circonstances cliniques imposent la pratique d'un scanner. Une exacerbation, une complication aiguë justifiant l'attitude de pratiquer un scanner. Et puis, une petite pensée dans la PID, souvent, c'est le nid des cancers, c'est l'homme tabagique et qui a une pathologie aussi interstitielle. La fibrose est un facteur de risque pour le cancer du poumon. Donc, on peut dépister ou découvrir des nodules suspects chez les patients qui sont suivis de fibrose. Alors, voilà un peu ce qui est grossièrement dans les recommandations, ce qu'on a pu retenir en termes de démarche diagnostique. Alors, pour le traitement, dans le monde, il existe 2 traitements, 2 antifibrosants, le nintédanib et la pirfenidone. Malheureusement, en Tunisie, on ne dispose que de nintédanib, donc on va essayer de dire ces deux antifibrosants ont été introduits, donc un en 2010-2011 et un en 2015 de nintédanib. Les 2, nintédanib et pirfenidone, ont montré, comparé au placebo, là je vois la population, l'évolution de la population normale en termes de survie, là la population qui prend du nintédanib, et là la population qui prend du traitement symptomatique. Voilà ce qu'on peut gagner en survie. Même chose pour la pirfenidone, même chose pour le nintédanib en termes de médiane de survie pour les gens qui sont traités, pour les gens qui ne sont pas traités.
l'essai nintedanib impulsis a montré qu'en termes de déclin de la capacité vitale, il y a une différence entre le placebo et ceux qui prennent le nintedanib, que ce soit aussi en termes d'exacerbation, le placebo fait plus d'exacerbation que celui qui prend le nintedanib, et en termes de forme précoce et de forme, je dirais, aussi avancée, le nintedanib réduit le déclin de la capacité vitale. Alors, le nintedanib que nous avons commencé donc à l'utiliser, actuellement on a une bonne série de patients qui sont sous nintedanib pour une fibrose pulmonaire idiopathique et récemment pour la fibrose pulmonaire progressive. Ce qu'on peut dire, c'est essentiellement les effets secondaires digestifs que nous rencontrons, c'est-à-dire surtout des problèmes de diarrhée en l'occurrence. Habituellement, c'est des diarrhées relativement bien tolérées et qu'on peut gérer symptomatiquement par l'imodium. Sinon, il peut y avoir de l'anorexie, des cas de nausées et parfois des cas d'hépatite médicamenteuse qu'il faut savoir chercher. Et ce qui est recommandé, c'est de faire au début du traitement, au début un contrôle après 15 jours d'un bilan hépatique des signes digestifs, après un mois, après tous les 3 mois, après tous les mois jusqu'à 6 mois, après avec le contrôle tous les 3 mois. Le bilan qu'il faut, c'est un bilan de créate, transaminase essentiellement, bilirubine éventuellement, et surtout une surveillance du suivi digestif. Là, ça vous les trouvez dans le guide, c'est les recommandations de ce qu'il faut faire en cas de diarrhée. Et souvent, on donne avec le patient, quand il prend le nintedanib, on lui fait une prescription d'imodium et on lui dit, si vous avez plus que 2 ou 3 selles par jour, prenez systématiquement 2 comprimés d'imodium, puis rajoutez un comprimé à chaque selle sans dépasser 8 comprimés par jour. Et ça se passe très très bien. Maintenant, s'il fait des diarrhées plus sévères, vous avez les recommandations de ce qu'il faut faire. Même chose pour la toxicité hépatique. Et dans le guide, vous allez trouver les effets et la gestion des effets secondaires. Alors, la pirfénidone, vous avez laissé capacité qui a montré aussi une diminution du déclin. La pirfénidone, c'est la première qui a été prescrite dans les fibroses pulmonaires idiopathiques. Et vous avez laissé Ascend, qui a aussi montré, en termes de tests de marche, en termes de survie sans progression, une différence entre l'utilisation du pirfénidone et le placebo. Alors, j'ai choisi, vous avez à la fin du guide, il y a la pathologie respiratoire quand elle s'aggrave. Et vous avez la prise en charge de l'insuffisance respiratoire, vous avez l'oxygénothérapie au long cours. Il y a 2 mots sur l'oxygénothérapie de déambulation, qui est une bonne indication pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Malheureusement, c'est une indication qui n'est pas encore prise en charge par les caisses. Et vous avez l'indication de la transplantation pulmonaire. Bon, mais là, c'est un avis personnel, hein. Bon, ce n'est pas l'avis du groupe. Je l'aurais peut-être pas mis en termes de projet de transplantation pour les malades qui commencent à avoir leur fibrose pulmonaire idiopathique, dans le sens que elle ne se fait pas. Donc, on ne peut pas proposer dans le guide des choses qu'on ne fait pas. Et on bute à ça. Parce qu'une fibrose pulmonaire idiopathique, quand le diagnostic est fait, il faut parler aux patients dès le premier jour d'un projet de transplantation, parce qu'on sait que c'est une pathologie qui a un déclin et qui évolue vers l'insuffisance respiratoire. Donc ça, c'est une suggestion. En fait, malheureusement, j'ai loupé ça dans la lecture, je n'ai pas parlé de ça, mais bon. Ça reste en suggestion par rapport à guide adapté c'est une suggestion, Arna. Pour nous, c'est pas une recommandation. C'est une suggestion. Même pas. D'accord. On vous donne après la parole, Fatma. Donc, voilà, il y a la transplantation qui fait partie du projet Alors, j'ai choisi deux choses. Le traitement de la toux, parce qu'il y a une bonne recommandation par rapport à la prise en charge de la toux de la fibrose pulmonaire idiopathique. Parce que vous savez que le traitement, parfois, il aggrave la toux, le nintedanib, et la fibrose, parfois, le malade, sa plainte, c'est la toux. Donc, on a des recommandations, il faut rechercher une cause, il faut rechercher un reflux, il faut prescrire éventuellement, si on prescrit une corticothérapie, et ça peut marcher, il faut que ça soit inférieur à 10 mg. Sinon, c'est la iatrogénie, c'est la corticothérapie qui est contre-indiquée dans la fibrose pulmonaire idiopathique pour traiter la maladie. Et puis, on peut aller jusqu'au morphinique à libération prolongée. Alors, il y a un paragraphe qui est réservé à l'exacerbation aiguë de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et là,
ce qu'il faut retenir, vous avez les recommandations par rapport au diagnostic de l'exacerbation aiguë, comment on exclut les causes, qu'est-ce qu'il faut rechercher, et par la suite, qu'est-ce qu'il faut ne pas proposer comme traitement, je dirais. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un peu sorte de mode, les immunosuppresseurs, en l'occurrence l'endoxan, actuellement, il est prouvé qu'il est nocif, il ne faut pas le donner. Par contre, ce qu'il y a comme recommandation, ou une suggestion, moi, je pense, c'est de proposer la corticothérapie, une corticothérapie qui peut être associée à une antibiothérapie empirique à large spectre, donc pour les exacerbations aiguës, et pas d'immunosuppresseurs type cyclophosphamide. Voici le schéma de la corticothérapie, le schéma qui est préconisé et qui a été plus ou moins cité dans le livre. Il n'est pas dans le guide. Je l'ai proposé, c'est une suggestion, c'est ce que nous faisons dans le service, qu'on fait une corticothérapie embolie sur 3 jours, on dégraisse sur 1 mois et on maintient une petite dose sur 6 mois. Il y a des chapitres donc sur la réhabilitation, sur la vaccination au cours de la fibrose, les comorbidités, le reflux, sa prise en charge, le SAS, le traitement de l'IRC et la transplantation pulmonaire. Voilà un peu un parcours rapide de recommandations dans le guide pour améliorer le diagnostic, pour pousser à la discussion multidisciplinaire pour avoir un diagnostic d'un bon niveau de confiance et pour voir les thérapeutiques proposées d'autant plus qu'on dispose donc depuis 2 ans maintenant des antifibrosants en Tunisie et notamment les nintédanib. Et je vous remercie de votre attention.